Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte qui s'appelle Le Maître Chat ou Le Chat botté de Charles Perrault. C'est la première fois qu'on va lire un conte Perrault dans ce podcast. Tu es bien installé? Alors écoute. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y firent point appeler. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, que je me serais fait un manchon de sa peau, il faudrait que je meure de faim. » Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, elle lui dit, d'un air posé et sérieux, « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vinrent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi. Il lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait pour le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plus de plaisir les 2 perdrix, et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière
à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fut ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qui se baignait, le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours, au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade avec lui. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et, ayant rencontré des paysans qui fauchaient en pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Oh, vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre, brusquement. Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que
Je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible ?» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne le pas plus tôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse, qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi : « Votre Majesté, soit la bienvenue dans ce château de Monsieur le Marquis de Carabas. »« Comment, Monsieur le Marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi, qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de Monsieur le Marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle, en voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups : « Il ne tiendra qu'à vous, Monsieur le Marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Voilà, l'histoire est terminée. Voyons maintenant ce qu'elle a à nous apprendre. Commençons d'abord par les choses les plus évidentes. Par la morale de Perrault. En fait, à la fin de tous ses contes, Perrault mettait la moralité, comme ça, en guise de conclusion. Et ce conte a exceptionnellement 2 moralités. Je cite la première. « Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un héritage venant à nous de père en fils, aux jeunes gens, pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. » Effectivement, le plus jeune fils reçoit un chat, un héritage, et il se croit lésé, bien sûr, et malchanceux, surtout quand il se compare avec ses 2 grands frères, qui ont reçu l'un donc un moulin et l'autre un âne. Au moins avec ça, on peut faire quelque chose. On démarre pas trop mal dans la vie. On peut produire, transporter, vendre. Alors qu'avec un chat, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas grand-chose. Ou en tout cas, pas grand-chose d'après l'opinion publique. En fait, l'expérience des uns et des autres n'avait jamais encore démontré que quelqu'un puisse vraiment s'enrichir avec un chat. Et en fait, c'est là que la débrouillardise et d'autres qualités, et on parlera de ces qualités un peu plus tard dans l'analyse, vont entrer en jeu. Alors, comme on n'a pas hérité grand-chose, à première vue comme ça, le conte nous dit qu'on va devoir développer autre chose, l'industrie et le savoir-faire, comme le dit Perrault. On va devoir développer un certain nombre de compétences qui vont littéralement nous propulser sur un tout autre niveau. Et surtout, on va apprendre à composer avec ce qu'on a sous la main. Le conte, en fait, nous invite à changer de regard sur les choses que nous considérons comme rien. Parce qu'en fait, le rien, s'il est bien utilisé, il peut devenir une pépite. Et c'est un peu ce qu'on dit souvent aux entrepreneurs d'ailleurs. On leur dit « utilisez bien toutes vos ressources ».
toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Alors qu'on a tendance parfois à oublier tout ce que nous savons faire ou tout ce qui se trouve autour de nous. Et c'est un tort parce que tout ou presque peut nous servir dans l'aventure entrepreneuriale et évidemment dans la vie en général. Ça, c'était la première conclusion facile que Perrault nous livre avec la première moralité. La seconde moralité est la suivante. Et là, je cite encore Perrault. Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Deuxième leçon ici, et un peu superficielle d'ailleurs, c'est que l'habit fait justement le moine, ou en tout cas, y est pour quelque chose. L'habit ne fait pas tout, évidemment, mais ça aide. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu les leçons et les moralités de Perrault, je propose qu'on plonge un peu plus profondément dans ce conte. Parce que malgré son ton léger, peut-être même grâce à son ton léger, bref, ce conte a une certaine profondeur. Et on va aller explorer ça. Le conte commence donc avec le partage d'héritage. On l'a dit. Le cadet se sent lésé dans ce partage, et il se voit déjà condamné à la misère. Autrement dit, il est encore au début de son parcours de vie, ou son parcours de développement, et comme chacun d'entre nous, à nos débuts, il se sent un peu comme ça, petit, impuissant, sans valeur apparente. Mais, sans le savoir, ce fils cadet possède un trésor caché, le chat. Et le chat, c'est une figure archétypale très puissante. Le chat est malin, il est connu pour être rusé, il sait aussi manipuler la réalité avec beaucoup d'intelligence. Il est celui qui va savoir inverser les perspectives. Il va jouer avec les codes sociaux et bien sûr les retourner à son avantage. Il va faire du fils de meunier le marquis de Carabas. Il me fait penser au personnage de Rhett Butler, le chat, dans Autant en emporte le vent. C'est parce que je viens de terminer ce livre qui est un livre magistral. Et donc ce Rhett Butler, il était un peu comme ça, malin, rusé, manipulateur, savait jouer avec les codes sociaux et retourner les choses à son avantage. Bon, ok, revenons à notre chat. Le chat donc maîtrise aussi l'art du récit. Il va fabriquer une histoire dans laquelle son maître devient un noble. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Peu à peu, cette histoire va devenir crédible. Et ça, c'est vachement intéressant à noter. En fait, ce chat, il est à la fois menteur et libérateur. Il permet au fils cadet d'oser. Et oser les choses, mais totalement inconcevables. Prétendre qu'on est un noble. C'est incroyable, ça. Mais c'est ça qui est libérateur. Et ça se passe toujours comme ça, mine de rien, en passant, comme ça, avec jeu, avec humour. Il n'y a rien de dramatique ici. Comme dans d'autres contes de fées, on peut voir des choses beaucoup plus profondes, plus dramatiques, plus bouleversantes. Ici, c'est le jeu, c'est l'illusion permanente, et qui paye. Et chez Jung, cet archétype de chat, de malin comme ça, c'est le trickster. Trickster, c'est le mot anglais qui veut dire filou, un illusionniste. Mais attention, le trickster, il n'est pas là pour nous rassurer en fait. Non seulement il nous pousse à sortir de notre zone de confort, il nous pousse aussi à sortir de la norme, à défier l'ordre établi. Il faut accepter ça, c'est pas évident. Il nous encourage à essayer autre chose. Ça permet de déclencher la transformation.
Mais il faut oser. Et en fait, ce chat, c'est une figure de l'inconscient qui va nous perturber, qui perturbe notre moi, qui bouscule les règles. Et on a presque envie de lui dire « Mais arrête un peu, arrête, tu es fou, ça ne va jamais marcher. » Et heureusement, ça n'est pas ce que fait le fils cadet. Lui, il accepte de jouer le jeu. Heureusement pour lui. Et en acceptant, il permet au chat, au maître chat s'il vous plaît, de jouer le rôle de guide, le guider vers son accomplissement. Et si on reprend les termes de Jung, le chat ici, cet archétype de trickster, c'est un guide vers l'individuation, s'il est bien intégré. Donc le chat va pousser le jeune homme déjà à sortir de sa passivité, à jouer avec les masques, prétendre qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas encore, et oser se présenter au monde autrement. Et d'ailleurs c'est intéressant, on pourrait presque se poser la question, mais qui est le personnage principal ici dans ce conte ? En fait la logique voudrait évidemment que ce soit un être humain, le fils cadet, parce que bon, c'est lui le héros en devenir, voilà, il commence comme ça, immature, perdu au début, puis il devient le marquis de Carabas et épouse la jeune princesse. Donc il s'accomplit quelque part. On voit une évolution. Oui, mais on a quand même l'impression, tout au long du conte, que lui aussi, il est un peu comme une illusion, en fait, le fils du meunier. Un peu en retrait, un peu en arrière-plan. C'est pas lui qui décide. Il ne décide pas grand-chose. Il s'exécute. Comme s'il n'était pas vraiment incarné. Bref, on a du mal à s'identifier à lui et par conséquent, on n'arrive pas à s'y attacher. Mais par contre, le chat, qui est un personnage vraiment remarquable, c'est à lui qu'on a envie de s'intéresser. C'est à lui qu'on a envie de s'identifier. Donc tout ça pour dire que le personnage principal de ce conte est bien évidemment le maître chat. Et c'est grâce au chat que le jeune homme devient donc le marquis de Carabas. Un titre totalement inventé. Parce que tout repose ici sur une illusion, on l'a dit. Et une illusion qui est tenue avec aplomb. Là, il faut quand même pouvoir le faire. Jusqu'à ce que la fiction devienne réalité. C'est ça qui est intéressant. On connaît tous cette expression en anglais, fake it until you make it. Quelque part prétendre jusqu'à le devenir. C'est un peu ça, ici, mais pas tout à fait. Alors je m'explique. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais il s'agit d'advenir à soi. Autrement dit, aller explorer et exploiter son potentiel. En fait, le fils du meunier, il a ce potentiel d'être un marquis en lui. Et il va le faire advenir. Et le conte nous montre qu'on peut faire un raccourci intéressant pour réaliser notre potentiel. Il y a ici une proposition radicale. Oser porter un masque, non pas pour se cacher, mais pour se révéler. C'est très intéressant ça, je le répète. Oser porter un masque, non pas pour se cacher, mais pour se révéler. Le masque ici, ça n'est pas un mensonge, mais c'est un outil d'exploration. Le masque du marquis. On peut donc jouer à porter des masques. On peut oser prétendre pour apprendre, pourquoi pas en fait. Qui a dit qu'on n'aurait pas le droit de faire ça ? On peut explorer des pistes, des situations, des rôles, sans trop se prendre la tête, en laissant nos scrupules de côté. Parce que nos scrupules, parfois, nous empêchent vraiment d'avancer. Ici, on est en exploration, alors tout est permis. Ou presque. Pas de scrupules. Alors, évidemment, je ne dis pas que dans la vraie vie, il faut mentir, tricher tout le temps, ne pas respecter ses valeurs, ses promesses. C'est pas ce que je dis. Mais le conte nous montre simplement que on peut aussi avancer avec légèreté et se permettre certaines choses, jouer un peu, pour voir où ça nous mène.
pour voir aussi si on en est capable. Ça se trouve, on ne sait pas faire ça. Si tu n'essayes pas, tu ne sais pas. Et pour voir aussi, c'est très important ça, comment est-ce qu'on se sent dans ce nouveau rôle. De toute évidence, le fils du meunier se sent très bien dans le rôle du marquis. Sinon, la supercherie aurait été détectée, découverte bien plus tôt. Voilà. Il faut oser des trucs. Enfin, en tout cas, le conte nous recommande fortement d'oser et de jouer. C'est un peu comme ça la voie entrepreneuriale en fait. Ne pas faire comme tout le monde, ne pas faire comme d'habitude, essayer quelque chose de nouveau et ne pas trop prendre les choses au sérieux. Et donc là, dans le conte, on assiste à une véritable métamorphose identitaire, pourrait-on dire. On passe de meunier à marquis. Du fils cadet d'un meunier, d'un simple meunier, à monsieur le marquis de Carabas. Et ce faux moi, le marquis, en fait, il devient l'expression d'un moi potentiel, qui est évidemment plus ambitieux et aussi plus affirmé. Et on sait, et le conte nous le confirme, que le fils du meunier, il a le potentiel de devenir un marquis, un noble. En fait, cette mise en scène, même ces mises en scène, parce qu'il y en a plusieurs, permettent de révéler le potentiel du jeune homme. Et d'ailleurs, cette idée de prétendre pour apprendre, elle est intéressante. On la retrouve bien au-delà des contes, évidemment, dans la vie de tous les jours. Et c'est rigolo. J'ai écouté hier un épisode très passionnant d'un podcast de Harvard Business Review sur Helena Rubinstein, la pionnière de l'industrie cosmétique. Et c'est quand même intéressant que je tombe sur un podcast comme ça, en travaillant sur le conte Le Chat botté. Donc, elle est née dans une famille pauvre, même très pauvre, de juifs orthodoxes en Pologne. Elle va se rebeller contre sa famille, le système, voilà. Puis, elle quitte tout, elle part. Et elle décide de partir d'abord en Australie, très 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 loin de la Pologne. Et puis plus tard, elle arrive aux États-Unis, où elle va percer dans un monde de cosmétiques de luxe et va devenir une véritable légende. Alors comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça, dans un monde qui n'était pas forcément fait pour elle au départ? Alors elle a percé avec une crème, on va dire ça, mais surtout avec une histoire. Regarde. Elle raconte que cette crème miraculeuse qu'elle avait amenée avec elle dans ses valises de Pologne lui vient d'une recette secrète de sa mère, ce qui était totalement faux. Elle lui donne d'ailleurs un nom hongrois qui n'existe pas du tout dans la langue hongroise, mais voilà, ça fait exotique. Et une fois installée aux US, elle se fait appeler Madame. Ça, c'est un vrai choix marketing intéressant parce que le mot français est surtout, voilà, madame, mais ça sonne immédiatement chic, raffiné, luxueux, et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que cette crème devienne une crème de luxe. Donc en fait, elle fait exactement comme le fils de meunier. Elle crée un personnage, un récit, une illusion, et peu à peu, ce récit devient réalité. Et c'est comme ça qu'elle a bâti, Helena Rubinstein, un véritable empire de cosmétiques de luxe. Voilà. Ok, revenons au conte. Et parlons maintenant de l'ogre. Il y a bien l'ogre dans le conte. Et que représente l'ogre? Alors déjà, avant de répondre à cette question, ce serait intéressant de remarquer que le chat tombe sur le château de l'ogre tout à fait par hasard. Il n'y a rien qui a été prévu dans son plan, dans sa roadmap. En fait, le chat, il n'a pas vraiment de plan. En tout cas, il n'a pas prévu de tomber sur un château de l'ogre, un beau château d'ailleurs. Bon. Donc c'est le hasard qui se présente sur le chemin de notre chat botté. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire le chat? Eh bien, il va saisir cette opportunité.
Voilà. Ça, c'est un langage très entrepreneurial. Le chat va saisir l'opportunité. Alors, il ne se jette pas comme ça sur l'ogre et sur le château. Il va d'abord se renseigner sur le maître des lieux, sur l'ogre donc, sur ce que l'ogre sait faire, et ensuite seulement il va lui rendre visite. L'ogre dans ce conte représente une projection de l'ombre. Quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous impressionne, et nous bloque aussi sur notre chemin de vie. L'ogre, c'est évidemment une force puissante, brute, menaçante, mais c'est aussi une source d'énergie, de transformation, si on arrive à la dompter. Et le chat va donc devoir s'attaquer à l'ogre. Mais justement, pendant sa phase de renseignement, le chat apprend que l'ogre est capable de se transformer en lion, ça l'avance pas à grand-chose, mais en souris aussi. Et là, le chat va utiliser évidemment cette information contre son adversaire. En tout cas, ce qu'on note ici, c'est que le chat, même s'il n'a pas de plan, même s'il improvise tout le temps, il n'y va pas au petit bonheur la chance non plus. Il se renseigne, il se prépare. Et grâce à tous ces renseignements, le chat va être capable de piéger l'ogre. Il va le faire se transformer en souris pour pouvoir le dévorer. Et la scène est très intéressante aussi. Le chat va jouer avec cet ogre. Il va le manipuler, le flatter son ego et un petit peu le provoquer comme ça pour que l'ogre justement accepte de se transformer en souris. Alors je vais citer un petit extrait. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat ou une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. » Et voilà, piqué, l'ogre va avoir la malchance, pour lui, évidemment, de se changer en souris. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que cette façon de procéder, comme le chat a fait avec l'ogre, c'est ce qu'on appelle hacker son cerveau. En psychologie contemporaine, on parle souvent de bypasser certaines résistances du cerveau. Et le jeu, l'humour, la ruse permettent justement de créer un accès plus doux, moins menaçant aux zones profondes de notre psyché. Et c'est exactement ce que fait le chat botté. En fait, on n'est pas toujours obligé de combattre les forces subconscientes comme ça, notre ombre, en frontal, et de façon dramatique. On n'est pas obligé non plus de se soumettre à cette force. Il y a forcément une troisième voie, et c'est la voie de la ruse et du jeu. Pour mieux soumettre certaines croyances qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer, et qui nous empêchent aussi d'accéder à notre potentiel, on peut ruser et jouer. Et c'est ce qu'on appelle hacker le cerveau. Au lieu d'affronter l'ogre directement et périr dans un combat inégal, le chat joue avec lui, le piège et gagne. Donc on a dit, l'ogre, c'est l'ombre qui vit dans le subconscient. Et dans le subconscient se trouvent des trésors et des richesses, insoupçonnés. Mais il y a aussi un très grand danger. Une des voies pour accéder à ces trésors et à son potentiel, donc, on l'a dit, et éviter le danger, c'est par le jeu et la ruse. Et c'est ce que nous apprend ce conte. Donc le chat va manger l'ogre. Et en le mangeant, il va intégrer cette part d'ombre. Il va la transformer en ressources psychiques, le château, la richesse, la reconnaissance sociale. Et suite à ça, comme par miracle, mais il n'y a pas de miracle, même dans les contes de fées, tout est toujours résultat d'une action qui paye à un moment donné, donc arrive cette reconnaissance sociale. Grâce à l'illusion, une illusion maîtrisée qui a été savamment orchestrée par le chat, le fils du meunier épouse la princesse et il est reconnu par le roi.
tout est bien qui finit bien. Donc en résumé, ce conte nous retrace un parcours initiatique et de façon tout à fait inattendue. Le moi appauvri découvre un allié intérieur, donc le chat, le trickster, on a dit, le filou. Par le jeu, la ruse et l'audace, il explore des facettes inconnues de lui-même, un jeu de masques, et puis il intègre son ombre, l'ogre, et utilise son potentiel, et bien sûr, s'élève socialement et symboliquement. En fait, c'est un conte sur l'apprentissage de la vie par le jeu. Prétendre pour apprendre, oser prendre des raccourcis et ruser pour accéder à son potentiel. Voilà, un très joli conte qui est à la fois léger et plein d'apprentissage. Mine de rien. Alors, je te propose un exercice. Quelle serait ta version du chat botté aujourd'hui? Quelle ruse est-ce que tu pourrais mettre en place pour passer à un autre niveau, pour franchir un cap? Quelle illusion, plutôt joyeuse, est-ce que tu pourrais tester pour apprendre autrement? Et je te propose un exercice que j'ai appelé le masque du marquis. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'explorer ton potentiel par le jeu du rôle. Donc, tu vas choisir une qualité ou un rôle que tu aimerais incarner, développer. Je sais pas, leadership, créativité, audace. Et trouve-toi d'ailleurs un rôle modèle. Quelqu'un qui t'inspire sur cette voie-là, qui sait bien faire ce que tu aimerais pouvoir bien faire. Et pendant une journée ou quelques heures, tu pourrais adopter une posture légèrement exagérée de cette qualité. Voilà, tu vas parler, bouger, penser et agir comme si tu étais déjà cette personne. Et le but ici, c'est pas de tricher, mais c'est de tester une version potentielle de toi-même. Tu vois, comme le fils du meunier qui joue le marquis de Carabas. Et à la fin de la journée, ce qui serait intéressant, c'est que tu notes tes ressentis. Comment tu t'es senti dans ce rôle? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé dans ton environnement? Comment tu as été perçu? Qu'est-ce qui t'a surpris aussi? Note bien tout ça parce que ces notes te seront vraiment utiles par la suite. Merci de m'avoir écouté. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.